retrouver dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Nous sommes à quelques jours du début de la campagne électorale ici en République démocratique du Congo, ce qui pour certains annonce la tenue des élections d'ici le 23 au 23 décembre prochain, mais il y a d'autres qui continuent à ne pas y croire. D'autres qui pensent que, voilà, dans cette situation, au milieu de tout ce qui se passe ici dans le pays, il serait impossible d'organiser les élections d'ici au 23 décembre. Madame, Messieurs, pour parler de cette actualité marquée par le processus électoral sur fond de l'accord de Genève signé récemment par quelques leaders de l'opposition, j'ai le plaisir de recevoir Albert Moleka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Alors, vous étiez jusqu'il y a une année, dans le parti de UDPS Kivassa, vous ne l'êtes plus. Oui. Et là, vous êtes indépendant, analyste politique, homme politique. J'ai eu du mal à vous présenter quand même parce que je ne savais plus vous situer. Je suis tout d'abord bien sûr administrateur de société, aumônier des prisons depuis 25 ans et bien sûr acteur politique, plutôt versé dans l'animation d'un think tank. Donc un groupe d'études, d'analyse et aussi un groupe de pression qui s'appelle Congo Renaissance. Alors de vous, on retiendra, on ne le dira jamais assez, on retiendra que vous étiez le directeur de cabinet quand même d'Étienne Tshisekedi. Ça n'a pas été donné à tout le monde, hein, dans ces faits qu'on vous reçoit plus en tant que celui qui fut directeur de cabinet et porte-parole d'Étienne Tshisekedi au regard de l'actualité. On commence par Genève. Quelle analyse avez-vous faite de la signature de ce pacte, de cet accord entre les 7 leaders dont 2 ont dû retirer leur signature? Tout d'abord, il ne faut pas oublier que Genève, c'était le point culminant de tout un processus entamé par des leaders de l'opposition qui les a menés à des négociations tant à Kinshasa, à Bruxelles, à Djobourg, Pretoria, pour finir à Genève. Donc ce n'était pas un point isolé, mais le point culminant de tout un processus qui visait à matérialiser l'unité de l'opposition, ainsi que la désignation ou l'élection d'un candidat commun de l'opposition. Ce qui n'a jamais pu être accompli en RDC. Je voudrais rappeler qu'en 2011, le même débat avait eu lieu concernant le candidat commun. Étienne Tshisekedi avait été très clair en disant que lui, il peut accepter que des gens se mettent derrière lui, mais qu'il n'a pas combattu toutes ces années pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Je dis ça parce que ce sont des expressions qui reviennent toujours dans les arguments de la base de l'UDPS. On parlera de cette fameuse base-là. Bon, maintenant, en ce qui concerne la rencontre de Genève proprement dit, je remarque que plusieurs documents ont été signés. Il y a le document constituant le nouvel organe, la MOUCA. Il y a les actes d'engagement que tous les 7 leaders ont signés. Et bien sûr, le communiqué final actant de la nomination, du vote, de l'élection de M. Martin Fayulu comme candidat commun de cette opposition. Malheureusement, 24 heures après, 2 des signataires de ce communiqué et 2 des électeurs de M. Fayulu ont déclaré retirer leur signature parce que leur base n'était pas, non seulement n'était pas pour, mais était foncièrement opposée à ce qu'ils avaient fait là-bas à Genève. C'est ce que nous avons observé. Maintenant, en termes de commentaires, la première question qu'on doit se poser, puisque toutes ces initiatives prennent corps dans un processus électoral. Un processus électoral, ailleurs, que moi j'ai toujours décrié, parce que j'estime qu'il ne joue pas dans pour les intérêts du peuple congolais,
Et donc ça prend place dans un processus électoral où, tout comme en 2011, certains, et c'est surtout l'Occident, surtout des acteurs occidentaux, qui disent à l'opposition, voilà, il vaut mieux que l'élection présidentielle, principalement, soit polarisée. Oui, Donc il y ait un candidat de l'opposition affrontant le candidat du pouvoir. De sorte que la tricherie sera rendue un peu plus difficile. Alors, au vu de ce qui s'est passé à Genève, à qui profite le crime, entre guillemets? À qui profite, selon vous, ce crime, s'il y a effectivement eu crime, selon vous? Vous avez pris le temps de lire ces différents documents. Vous pensez, comme certains, qu'il y a à Genève, les uns et les autres sont allés comploter et que certains, au final, ont été envoûtés? Bon, écoutez, je penserais alors beaucoup plus pour l'envoûtement que la théorie de l'envoûtement que la théorie du complot, puisqu'il y a eu des heures et des heures de discussion, de négociation entre les différents acteurs. Il y a eu signature de plusieurs documents, dont des actes d'engagement, et lorsque vous lisez les textes de ces actes d'engagement, ce sont des termes très forts, où chacun déclare en âme et conscience que si je trahis ou si je renie ces accords, je m'expose à l'opprobre national, et en plus de ça, je me retire de la vie politique, c'est la fin de ma carrière politique. Je crois que c'est très fort, mais c'est aussi indicatif du fait que les facilitateurs, donc la Fondation Kofi Annan ainsi que l'International Transformation Institute d'Afrique du Sud, d'une certaine manière, ont pris aussi certaines précautions. Peut-être qu'ils connaissaient les acteurs quand même. L'animal politique congolais, et ils ont pris leurs précautions à travers ces actes d'engagement. Alors, on va partir. L'argument de la base est-elle fondée? Vous avez été à l'UDPS. La base occupe certes une place très importante au sein de ces partis, mais brandir l'argument de la base pour retirer la signature, est-ce que ça tient debout quand même? Je dirais oui, ça tient debout dans ce sens que, vous savez, à l'UDPS, il y a certaines constantes en termes de pensée et en termes d'attitude. À l'UDPS, nous avons toujours déclaré que nous sommes le plus grand parti. Mais qui n'a jamais exercé, hein? Qui n'a pas encore exercé. Que nous avons versé notre sang pour cette lutte en faveur de la démocratie et de l'état de droit. Et que nous ne pouvons pas nous mettre derrière les gens. Ça, ce ne sont pas des slogans, mais c'est dans la nature de l'UDPSien. Et même pendant tout ce processus, j'écoutais les déclarations de la base de l'UDPS et la base qu'on de ne l'UNC. peut pas identifier, c'est aussi ça, le concept est athée, mais bon. Et dans toutes ces déclarations, les gens étaient clairs, ils disaient nous c'est Félix ou rien, nous c'est Vital ou rien. Même au niveau du MLC, avant l'invalidation de Jean-Pierre Bemba, pour la base du MLC, c'était Bemba ou rien. Et ces attitudes au niveau de ces bases n'ont pas changé. Notamment parce que nous avons aussi remarqué que les leaders respectifs n'ont pas fait non plus le travail vis-à-vis de leur base, de leur expliquer que nous sommes dans un processus où on devra désigner un candidat commun, et peut-être ça ne sera pas moi, mais pour les intérêts... Mais Félix l'a fait lors du dernier meeting de l'opposition. Il a dit que voilà, on va commencer un processus pour la désignation d'un candidat. Bino Baz, bon, il l'a dit, Mélim Bondo, il y a eu tout ça. Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour... Oui, madame, mais aucun n'a dit que ça pourrait ne pas être moi. Et même si ce n'est pas moi, vous devez suivre parce que c'est pour un intérêt plus grand, c'est pour un intérêt national, c'est pour un intérêt global. Personne n'a dit cela.
Or, vous savez bien que la politique chez nous et les bases sont derrière une personne. Les bases ne sont pas derrière une idéologie ou une idée ou un programme, mais derrière une personne. Maintenant, comment définit-on ces bases? Parce que très souvent, on confond un peu la base avec la foule, avec les militants. Mais dans le cas présent, je crois que cette opposition est dans un processus électoral. Donc, ce qui est important, c'est de toucher un électorat, c'est-à-dire des gens qui sont enrôlés et des gens qui vont aller voter. Or, la base, aucun des leaders ne pourrait vous dire, voilà, ma base est de autant de personnes. Aucun leader ne peut identifier les membres composants de cette base. Et encore plus grave, aucun leader ne peut vous dire, voilà, dans ma base, il y a autant qui sont enrôlés. Et pourtant, on dit de ces leaders-là, ils ont des bases fortes. Et ce sont des poids lourds au regard justement de leur base. Madame, vous savez, le thème, la question de popularité, lorsque maintenant vous êtes dans un processus électoral, vous devez faire très attention, ne pas confondre, pour ne pas traduire directement popularité en bulletin de vote. Ce sont deux choses différentes. Parce que le bulletin de vote provient d'abord de quelqu'un qui est venu voter. Vous pouvez être tellement populaire que tout le monde sait que vous avez déjà gagné, que vous allez déjà gagner, et les gens ne vont pas venir voter. Hein, je crois qu'il faut savoir dissocier les choses et se dire aussi que les gens se retrouvent dans un processus où la CENI, qui est l'organe qui met le processus en marche et en musique, est quand même fortement contrôlée par le pouvoir. Donc ce sont des élections dont le premier objectif, c'est de perpétuer le pouvoir. La continuité. La continuité. Et ce pouvoir est bien organisé au niveau préparatif électoral. La plupart des organisations politiques du pouvoir ou des plateformes se préparent depuis plusieurs années. Ils font des sessions d'entraînement, de formation, que ce soit pour leurs témoins, que ce soit pour leurs membres, depuis plusieurs années. Donc eux, ils se préparent. Pendant ce temps-là, l'opposition a contesté pendant plusieurs années. L'opposition n'a pas eu le temps, n'a pas commencé à se préparer depuis très longtemps. Nous voyons, par exemple, l'UDPS Tshisekedi a commencé la formation des cadres il y a à peine 2 mois. Oui. La formation des témoins, il y a à peine 2 mois. Donc, et d'autres n'ont même pas encore commencé, voilà. Ils n'ont aucune idée des... Or, avec plus de 75 000 bureaux de vote, c'est une tâche qui est surhumaine. Alors, je veux prendre ce post que vous avez mis sur Facebook pour qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que vous avez. Alors, je veux lire pour les téléspectateurs, par rapport toujours à ce qui s'est passé à Genève. Alors, vous écrivez en disant « Martin Fayulu ne peut être trop surpris par les événements d'hier », donc c'est-à-dire les événements déjà d'il y a quelques jours, s'il se rappelle simplement les instructions précises reçues du regretté président, du regretté président Étienne Tshisekedi concernant les commémorations du février et avril 2010 et la réaction qui s'en suivit. Oui, tout à fait. Vous savez, Martin Fayulu est une personne que je connais depuis très longtemps, mais dont je n'étais pas spécialement proche. En fait, la personne qui m'a rapproché de Martin Fayulu, c'est feu président Étienne Tshisekedi, lorsque, en convalescence à Bruxelles en 2010, il m'a demandé de me mettre en contact avec Martin Fayulu et le docteur Loseke, puisqu'ils étaient les deux dirigeants de l'ESID, afin d'organiser 2 marches. Une marche pour la commémoration des martyrs chrétiens en février, ainsi qu'une marche pour le 20e anniversaire du multipartisme, le 24 avril, donc là on était en 2010. Et donc dans mon texte, je voulais simplement rappeler que
Martin Fayulu avait déjà eu l'occasion de faire l'expérience du fait que même malgré les instructions précises d'Étienne Tshisekedi pour organiser ces deux marches, il y avait eu une opposition farouche en interne. En interne de la part d'une partie de la base. Heureusement qu'une autre partie de la base, qui était constituée principalement à l'époque par la Force du Progrès, dont la plupart des leaders. Mais c'est différent, vous savez, je crois aussi que un fait très important... Et pourtant, il était à Genval, hein? Il n'aurait pas été à Genève. Oui, c'est un Tshisekedi qui est aussi, qui sait, j'allais dire... Il était aussi à géométrie variable. Oui, parce qu'il n'aurait pas été, mais il était quand même à Genval aussi. Genval, Étienne Tshisekedi vivait déjà, il menait déjà sa convalescence en Belgique, et ce n'était pas l'Étienne Tshisekedi que nous avions connu en 2011. Il était fortement diminué déjà par la maladie. Mais Étienne Tshisekedi n'aurait pas été à Genève parce que Étienne Tshisekedi avait une idée correcte de son électorat. C'est-à-dire? Il avait une idée correcte de son électorat. Il a fait campagne pendant plus de 2 décennies. Un jeune frère que vous connaissez peut-être, Léon Ngoulou III, le philosophe, a dit quelque chose d'assez, je trouve, d'assez pointu. Il a dit que Félix a commis une faute lourde et une erreur grave. Que la faute lourde, c'était d'aller à Genève, alors que les sondages, pour ceux qui se fient aux sondages, le donnaient largement en tête. Et l'erreur grave, c'est d'avoir retiré sa signature. C'est preuve de l'immaturité. Étienne Tshisekedi, parce qu'on parle du fils, parlons un peu du père qui dit être dans la continuité. Le fils qui dit être dans la continuité du père. Vous pensez que Étienne Tshisekedi aurait pu retirer sa signature, apposée dans un document, dans un tel document, connaissant un peu le père? Oh, Étienne Tshisekedi a fait pire. Il a raturé un texte de prestation de serment. Ce qui est même pire. Mais encore une fois, vous savez, je crois que une leçon que j'ai retirée de mon illustre père, c'est que lorsque vous voulez faire l'honneur et rendre hommage à une personne, vous limitez dans ce qu'il a fait de bien, en évitant de répéter ses erreurs. Parce que c'est vrai que Étienne Tshisekedi il a raturé une prestation de serment, et il a, à plusieurs reprises, il est revenu sur ses engagements, et chaque fois ça lui a coûté cher. Et ça nous a coûté cher en 2011. Vous savez, en 2011, toutes ces histoires-là, finalement, je peux vous dire que nous avons payé cash. Nous avons payé cash. Vous savez, les gens qui comptent aussi sur vous et qui croient en votre signature, qui croient que vous allez respecter vos engagements. Ce sont des gens qui s'investissent aussi dans ce processus. Et lorsque, d'une manière des fois assez cavalière et inexplicable pour eux, vous retirez votre signature ou vous revenez sur votre parole, vous ne respectez pas la parole donnée ou l'engagement, mais écoutez, eux ne peuvent pas non plus paraître ridicules. Et il faut toujours s'en méfier parce que vous savez, il y a un adage qui dit il ne faut pas cracher sur l'avenir. Vous aurez toujours besoin de ces gens, ou ces gens ont le bras long dans tel ou tel réseau, et il leur est facile de vous mettre des bâtons dans les roues. On parle de Félix, veut-il faire du copier-coller de son père? Est-ce que c'est une bonne stratégie pour lui? Ce n'est une bonne stratégie pour personne de faire du copier-coller d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi a des milliers, si ce n'est pas des millions, d'héritiers. Mais si vous voulez être le successeur d'Étienne Tshisekedi, le successeur politique, étudiez ses idées, essayez d'élever le combat plus haut. D'élever le combat plus haut. Parce que simplement imiter une personne
aussi illustre qu'elle soit, cette personne n'est qu'un être humain, avec ses défauts et ses qualités. Cette personne a aussi commis sûrement des erreurs et vous risquez d'être appelé aussi à reproduire les mêmes erreurs. C'est le cas aujourd'hui, vous Or, pensez? ces erreurs portent toujours des conséquences. C'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire, avec cette signature pour les retraites, signature de Félix, il est en train de commettre les mêmes erreurs qu'a commis son père? Il répète un peu l'histoire? C'est répéter un peu l'histoire à certaines occasions de sa vie. Etienne Tshisekedi a eu à retirer, à reprendre un peu la parole donnée, et ça a mis beaucoup de gens mal à l'aise, mais encore une fois, je répète, il l'a payé, chaque fois, il l'a payé cash. Et vous pensez que Félix va le payer cash également, cette façon de faire de son père? Mais je pense que le fait que la fondation Kofi Annan ait publié tous les documents maintenant sur son site, après quelques jours, c'est déjà un signe. C'est déjà un signe, parce qu'écoutez, vous allez en campagne électorale, vous avez besoin de beaucoup de moyens, et bien sûr, à moins que votre base puisse mobiliser tous ces moyens pour vous. Et il y a la cotisation $1, hein, j'espère que... On vous voit beaucoup voyager à l'extérieur, vous avez vous-même et votre parti engagé des lobbyistes à l'extérieur. Bon. Ces lobbyistes contactent des milieux pour vous soutenir financièrement. Ces milieux, lorsqu'ils voient des actes d'engagement avec des retraits de signatures, ça peut affecter assurément votre crédibilité. Il n'y a pas que Félix qui a retiré sa signature, il y a Kamere. Déjà, quelles étaient les relations, la relation entre Vital Kamere et Etienne Tshisekedi à l'époque? C'était une relation, je dirais, ambivalente. Je vais vous dire, le 17 décembre 2010, Etienne Tshisekedi était rentré le 8 décembre, et l'ambassadeur de Belgique de l'époque, le défunt Dominique Van Strooy, avait demandé la faveur d'être le premier ambassadeur, personnalité étrangère, à pouvoir recevoir Etienne Tshisekedi. Donc le samedi 17 décembre, nous avons déjeuné avec l'ambassadeur Dominique Van Strooy. Nous étions à trois, l'ambassadeur Etienne Tshisekedi et moi. Et dans la conversation, l'ambassadeur lui a posé la question: que pensez-vous de M. Kamere? La réponse de Tshisekedi, c'était: c'est un jeune homme très brillant. C'est un jeune homme très brillant. Etienne Tshisekedi a reçu aussi Vital Kamere en son bureau. C'est une rencontre qui avait duré 1 heure. Pendant laquelle Vital a parlé pendant 53 minutes chrono. Okay. Et puis, lors de la deuxième rencontre, Etienne Tshisekedi a été très très fair-play, parce qu'en fait, il lui était difficile de recevoir M. Kamere pendant plusieurs minutes, vu que des gens l'attendaient dehors. On avait une manifestation ce jour-là, et Vital venait s'excuser parce qu'il devait aller déposer son épouse à l'aéroport. Mais lorsque les journalistes lui ont posé la question, on a vu M. Kamere, de quoi avez-vous discuté? Elle était très fair-play, elle a dit, bon, lorsque deux hommes politiques se rencontrent, ils ne peuvent parler que des intérêts et des problèmes de la nation, alors qu'en fait, il n'y avait pas eu rencontre. Ok. Et quelle a été l'image que Kamere avait? On a dit qu'il était brillant, mais au final, ils n'ont jamais réussi à s'associer, à se mettre ensemble dans l'élection de 2011. En fait, pour la candidature commune de 2011, il y avait 3 acteurs principaux. Le regretté Etienne Tshisekedi, le patriarche Kengo Adondo, ainsi que Vital Kamere. Et autant Kengo Adondo que Vital Kamere étaient prêts à soutenir Etienne Tshisekedi. Mais pour eux, il fallait évidemment se rencontrer, parler,
et voir un peu quelles seraient les modalités de cet accord avant les élections et puis surtout après les élections. Malheureusement, lorsque Étienne Tshisekedi a effectué sa première série de voyages à l'extérieur en 2011, il est rentré par le Katanga. Et dès qu'il est rentré à Kinshasa, si mes souvenirs sont bons, c'était le 3 août 2011, après le meeting au Stade des Martyrs, nous sommes rentrés à son domicile. Là, il m'a appelé pour me dire, voilà, dorénavant, si les gens t'appellent pour me voir, dis-leur seulement que tu vas les rappeler, parce que je ne recevrai plus aucun politicien. Et il avait ses raisons pour cela. Malheureusement, dès le soir, M. Kengo Wadondo m'avait appelé pour dire, voilà, Albert, dis à Étienne, je voudrais le voir et je viendrai avec Caméré, j'amènerai Caméré. C'était bien sûr pour la discussion. Bon. Le lendemain, j'ai transmis la demande au président Tshisekedi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit, non, je lui ai dit, je vais le rappeler. Il dit, voilà, tu as bien fait, mais ils ne se sont pas rencontrés. Plus tard, lors du deuxième périple en Europe, là nous sommes fin septembre, au mois d'octobre, là, Étienne Tshisekedi alors me contactera, il était à l'étranger, pour que j'informe M. Kengo et M. Caméré qu'il voudrait les rencontrer en Europe, lorsqu'il fera transit en Europe. En fait, le docteur Luseke s'était chargé de contacter Vital. Moi, j'avais pu contacter M. Kengo qui participait à l'Assemblée générale, je crois, du Fonds monétaire à l'époque. Kengo a rencontré M. Tshisekedi à Bruxelles, lorsque tous les en transit là-bas. Vital Caméré n'a pas rencontré Étienne Tshisekedi. Je pense personnellement que Vital s'était déjà fait une religion de la position d'Étienne Tshisekedi pour qui la candidature unique, ça signifiait être derrière vous moi. tous derrière moi, passe autour de moi. Et ça n'arrangeait pas. Mais ce qui est important par rapport à cette conférence, au comportement de Genève, c'est que au mois de mai 2011, avant son premier périple européen, nous avions eu l'idée, Martin Fayoulou et moi, d'organiser un buffet dans la parcelle de M. Tshisekedi et inviter tous les opposants. Ce que nous avons fait, à l'issue de ce buffet, Étienne Tshisekedi avait eu ces paroles. Pour ceux qui pensent que l'opposition congolaise est incapable de s'unir, c'était un cinglant démenti. Je pars en voyage, genre mi-juillet, et dès que je rentre, nous nous mettons ensemble pour pouvoir être en ordre de bataille. Malheureusement, à son retour, la position avait changé, l'attitude avait changé. Donc, il y a des changements qui peuvent prendre place, des fois pour des raisons difficilement explicables ou inavouables. Mais encore une fois, ce genre de choses a des conséquences. Parce qu'il y a des rumeurs qui ont touché certaines personnes qui ont lancé la rumeur comme quoi, bon, c'est vrai que Tshisekedi voulait que tout soit derrière lui, mais ça capotait avec Vital Caméré, parce qu'au final, Vital Caméré avait demandé à ce que Tshisekedi soit derrière lui et qu'il accepte de devenir son premier ministre. Et là, il ne s'était pas... Est-ce que la version... C'était tout au début et je crois que... D'ailleurs, c'est un Fayoulou qui avait été chargé de la démarche initiale. Et Vital Caméré, écoutez, Vital Caméré, c'est une personne, comme toute personne, il a aussi sa propre fierté, tout ça. Et, mais des fois, vous savez, dans ça, c'était la grenouille qui se croit plus gros que l'autre. A dit, mais non, pourquoi que moi je sois son premier ministre? Pourquoi lui ne serait pas mon premier ministre? Mais je crois que c'était beaucoup plus une boutade plutôt que
ce n'était pas vraiment ce qu'il pouvait penser. Il me reste deux petites questions, voire même trois avant de terminer cette émission. On va répondre rapidement. Est-ce qu'une alliance Félix-Vital est-il possible et dans quelles conditions? Et ça sera une bonne alliance. Est-ce que c'est souhaitable? En politique, tout est possible, d'autant plus que Vital et Félix se connaissent depuis très longtemps, se connaissent très bien. Mais je crois que le plus important, c'est de regarder le processus auquel ils sont engagés dans sa globalité. C'est-à-dire, comment pouvez-vous, déjà avant, il était hypothétique de gagner, mais maintenant, vous-même, vous ouvrez et les portes et les fenêtres, pour ne pas dire le toit, à votre adversaire. Parce que autant il est difficile, ça rend plus difficile de tricher lorsqu'une élection présidentielle est polarisée, autant une fois que vous-même, au niveau de l'opposition, vous décidez d'avoir plusieurs candidats dispersés, autant vous facilitez la compétition pour l'adversaire. Et aussi, vous rendez la tricherie beaucoup plus facile. Parlons de Martin Fayulu qui, pour certains, sort un peu de nulle part, comme un certain Zaïd Ngoma à l'époque de l'accord de Sainte-City, de Kengo à une certaine époque, Birindois. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui sort de nulle part? Et quelles sont ses limites et quels sont ses avantages ou ses atouts, d'après vous? Écoutez, Martin Fayulu, c'est un ami, c'est un frère qui m'est très cher, donc je vais essayer d'être le plus objectif que possible. Je rappellerai simplement que Martin Fayulu s'est lancé dans le combat pour les droits de voix à l'époque de la conférence nationale, donc en 90-91, où il animait le FDD, le Forum pour la démocratie. Avec les Lutundula. Avec les Lutundula, les César Lenguema, Albert Zamundou, etc. Et le FDD a été aussi un des atouts majeurs pour la désignation d'Étienne Tshisekedi comme candidat commun pour la primature à la conférence nationale souveraine. Donc c'est un Tshisekediste de longue date. Un combattant, un véritable combattant de la liberté, oui. Son parti, SID, est un petit parti à l'échelle nationale. Mais ici, encore une fois, nous parlons d'une candidature à la présidentielle. Une candidature commune de plusieurs partis et de plusieurs plateformes. Ce qui veut dire, ceux qui se disent grand parti et populaire, mais rendez votre candidat grand, rendez-le populaire. C'est ça votre rôle. C'est ça le rôle d'une candidature unique. On choisit quelqu'un et nous mettons toutes nos forces derrière cette personne. Et en termes de compétences, je crois que là, il n'y a rien à dire. Martin Fayulu est une personne compétente. Il a le cursus approprié, tant au niveau académique qu'au niveau managérial. Et il faut aussi comprendre, dans le cadre de l'accord de Genève, il y avait d'autres sous-bassins à cet accord qui jouait peut-être aussi en faveur de Martin Fayulu, puisque c'est un accord pour un candidat commun, et ce candidat-là est porteur des intérêts de tous. Donc c'est mieux aussi d'avoir un candidat qui pourra continuer à écouter tout le monde et à faire attention. Vous pensez qu'il en a les capacités? Parce que est-ce qu'il pourra écouter maintenant tout le monde? Est-ce qu'il pourra ramener tout le monde à la raison ou à la maison? Genève, bon. Ramener tout le monde à la raison, je l'espère pour eux, parce que moi je continue à penser que le retrait de ces signatures est une erreur en termes de la lutte ou du combat de l'opposition au niveau électoral. C'est indéniablement une erreur. Donc si vraiment on veut aider l'opposition à faire bonne figure
dans ces élections très hypothétiques, il vaut mieux réellement se réunir. C'était d'ailleurs l'essence du discours lors du dernier meeting. Et même d'ailleurs, après, encore une chose assez importante, après la signature de tous ces documents, si vous écoutez la déclaration de Félix Tshisekedi, c'était quoi? C'était le changement, la lutte pour le changement, c'est Fayoulou. Nous combattons contre la Kabylie, et il allait expliquer à sa base que nous combattons la Kabylie, et le bon choix pour le changement, c'est Fayoulou. Est-ce que vous pensez aux élections cette année? Vous croyez aux élections cette année? Non, je n'y ai jamais cru, et je l'ai toujours dit. Dès la publication de ce calendrier par M. Nanga, j'ai dit que le 23 décembre 2018, il n'y aura pas élection. Vous savez, ce calendrier n'a pas été publié sur base des exigences logistiques et techniques, mais des exigences politiques. Nikki Haley venait de passer, et elle avait exigé un calendrier pas au-delà de 2018. Alors on lui a servi ce calendrier. Et puis, en termes de symbolique aussi, le 23 décembre 2018, ce sera le 7e anniversaire de la prestation de serment d'Étienne Tshisekedi. On va s'arrêter par là. Mais je ne pense pas que Nanga faisait allusion à ça quand il préparait son calendrier, ou peut-être que j'ai échappé. Je ne sais pas si ça a été forcément une référence. Je pense qu'il ne pensait pas à ça, mais on va le rattraper. Merci d'avoir été de notre ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs qui étaient nombreux à nous suivre. J'espère que vous avez été édifiés, vous avez été informés par Abassissi. Nous étions là pour nous. Retrouvez cette émission également sur notre chaîne YouTube, Magazine USC. Retrouvez-nous à 21h15 et 11h le lendemain de lundi, donc canal 21 pour la TNT. Madame, Messieurs, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes. On se dit à très bientôt.